Viva Culture, l'actualité des arts vue par l'association Maison de la Culture du Havre. Présentée par Isabelle. Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes. Bonjour à tous, bienvenue sur Viva Culture. Cette émission est un peu particulière car elle va être consacrée à la 10e grande conversation, c'était un anniversaire, que nous avons organisé le 5 octobre au fort de Tourneville. Son thème était les tiers-lieux culturels. Les tables rondes ont accueilli des intervenants très intéressants. Il s'agissait d'une journée en 3 parties. Inventer les tiers-lieux, vivre les tiers-lieux et construire des tiers-lieux. Alors vous allez entendre aujourd'hui respectivement plusieurs intervenants. Benoît Lemenet de la mairie, Sandrine Mandeville, directrice du SEM, Fazette Bordage à l'initiative du fort de Tourneville et Pierre Beaumont, directeur des archives municipales pour l'histoire du fort de Tourneville. Bonjour à toutes et tous, bienvenue aux archives. Donc les archives municipales sont des occupants historiques, entre guillemets, je mets des guillemets parce que historiques depuis le départ de l'armée du fort, puisqu'on a été, le service est installé ici en 1985, suite aux travaux d'extension de l'hôtel de ville dans les années 80. Eh bien, les archives manquaient de place et l'extension a obligé effectivement la municipalité de l'époque à penser un autre lieu. Et ce lieu, ça a été le fort de Tourneville avec une installation sur une partie de ce bâtiment où vous êtes aujourd'hui. On est ici dans la salle de conférence des archives, cette salle de conférence qui accueille régulièrement des activités, des associations, et puis aussi, je vais le rappeler, parce que c'est un lieu, je pense, important au début de la construction, effectivement, du collectif au niveau du fort, c'était le lieu des premières réunions avec Fazette sur effectivement, au tout début, comment on fait pour construire un espace partagé de culture pour tous. Je pense que ça va te rappeler, Fazette, certains souvenirs. Je voulais donc dire quelques mots rapides sur le service des archives. Le service des archives est un service patrimonial, donc aussi un service culturel, qui conserve donc la mémoire de la ville depuis la fondation. Un service qui vit aussi, qui bouge, qui s'ouvre vers l'extérieur avec la volonté de communiquer, de transmettre la mémoire au plus grand nombre. Un nouveau site internet qui vient d'être créé récemment et donc qui accueille tous ceux qui sont intéressés par la mémoire et l'histoire de la ville. Le fort de Tourneville, donc je vais vous présenter rapidement l'histoire du fort parce que je pense qu'en termes d'introduction ça peut être intéressant pour comprendre aussi pourquoi ce lieu, comment il a évolué et pourquoi aujourd'hui effectivement on arrive à ce qu'on connaît aujourd'hui, ce lieu davantage ouvert. Donc il faut savoir que nous sommes au milieu du 19e siècle, en 1850, et à l'époque la ville est entourée de remparts, et ces remparts entourent la ville basse à l'époque qui ne s'étend pas du tout sur le plateau là où nous sommes aujourd'hui. Et donc ces remparts gênent le développement de la ville, le développement urbain et économique de la ville. Et en 1852, Napoléon III décide de détruire ces remparts pour permettre à la ville de s'étendre vers les nouveaux quartiers, les quartiers de l'hôtel de ville, les quartiers de la gare, pour vous situer un petit peu le périmètre. Mais disparition des remparts veut dire effectivement un problème pour assurer la défense de la ville, et l'armée évidemment tient à ce qu'on conserve une place fortifiée au Havre compte tenu de l'importance stratégique du port et de la ville. Donc une ligne de fort est établie donc, en hauteur sur la côte
de manière à effectivement reculer la défense sur l'extérieur. Donc plusieurs forts sont établis, le fort de Sainte-Adresse qui est devenu les jardins suspendus récemment, le fort de Tourneville où nous sommes, le fort de Frileuse qui se trouve donc un peu plus loin sur le quartier de Frileuse, à l'emplacement de l'actuel collège Romain Roland, et le fort des Neiges. Alors le fort de Frileuse et le fort des Neiges ont disparu. Ces forts ont été construits dans les années 1850 de manière à établir une nouvelle ligne de fortification. Le fort de Tourneville a été conçu à l'origine plutôt comme un lieu de défense, comme un lieu de casernement. Les deux étant mêlés. On n'est pas du tout sur le même dispositif que le fort de Sainte-Adresse, qui est vraiment un fort défensif, situé à la fois vers la mer et vers la terre. Le fort de Tourneville, lui, est tourné vers l'extérieur, vers la terre, vers l'intérieur des terres, et non pas vers la côte. Le fort va jouer un rôle défensif lors de la guerre de 1870, puisque Le Havre est assiégé par les Prussiens à l'époque. La ville n'est pas prise et le fort joue un rôle non pas de défense première, mais de défense arrière. Mais les premières lignes ne sont pas très loin. Malgré cet épisode, le fort va vite devenir surtout un lieu de casernement, avec notamment les 129e régiment d'infanterie et le 329e régiment d'infanterie pendant la Première Guerre mondiale, qui vont effectivement s'établir ici. C'est aussi le souvenir que les Havrais gardent du fort, comme le disait Patrick Tesser dans leur jeunesse. Beaucoup de Havrais sont venus dans les années 60 faire leur service militaire ici au sein du fort, et donc c'est un souvenir important pour une partie des Havrais. Le fort va connaître bien évidemment la Deuxième Guerre mondiale avec beaucoup de transformations, de modifications. Il est occupé par les Allemands qui en font principalement un lieu d'entrepôt de matériel. Le fort aurait dû, a priori, disparaître lors de la guerre. Ça semblait logique que tous les sites allemands situés sur la côte soient effectivement touchés, ou du moins très touchés. Ça n'a pas été le cas. Comme vous le savez, c'est le centre-ville qui a été détruit et le fort a subsisté. On peut juste remarquer comme trace de ces événements les impacts d'obus que vous voyez au niveau de l'entrée sur la droite. En fait, il faut savoir que le fort a été le dernier lieu où les Allemands se sont retranchés, et le dernier lieu, ils se sont rendus effectivement ici au fort. Et bien évidemment, le fort est devenu aussi rapidement un lieu occupé par les militaires, les Américains, un lieu occupé également par des ouvriers, à l'époque on dit encore des ouvriers coloniaux, qui sont venus travailler pour la reconstruction de la ville au tout début des années 1950. Donc ce sont des épisodes pas très connus, mais le fort a également servi donc à l'accueil de ces populations. Et puis très rapidement, l'armée a réinvesti, l'armée française a réinvesti le site. Alors de la présence américaine, je voulais dire un mot, parce que ça c'est important par rapport aux liens que l'on peut faire aussi avec les travaux d'aménagement récents. On a notamment lors des travaux d'aménagement, d'installation du SEM, on a retrouvé des fresques graffiti sur les murs, qui ont été réalisées par les soldats américains quand ils étaient cantonnés dans le fort. Je saute un peu les étapes. 82 acquisition du fort par la ville, donc l'armée va quitter les lieux. Installation des archives, je l'ai dit, en 1985. On va ensuite avoir d'autres services municipaux qui vont s'installer, le muséum avec ses réserves, logistique et matériel qui va occuper une bonne partie
des locaux du bâtiment B qui se trouve au fond du fort, des associations. Une des plus importantes dans les années 90, c'était le Jupo qui s'est installé ici. Et puis la question en fait de l'ouverture de ce lieu se pose. Parce que c'est un lieu effectivement réservé à des services, accès limité. Une fois qu'on y passe le porche, est-ce qu'on est dans un espace privé, est-ce qu'on est dans un espace public, est-ce qu'on est dans un espace ouvert? À l'époque, a priori non. On n'est pas dans un espace ouvert sur l'extérieur, sur le public. Un des enjeux lors effectivement de la construction d'un lieu ouvert au public, c'était de dire non, ce lieu n'est plus un lieu réservé, fermé, il devient un lieu ouvert où il peut se dérouler des choses. Et donc on rentre là dans les années 2010, donc dans la période de transformation du fort que je n'ai pas évoqué puisque ça va être le sujet des interventions suivantes, notamment de Fazet qui pourra en dire un mot. Donc voilà une histoire à la fois récente et parfois mouvementée du fort de Tourneville. Moi j'ai un long parcours de création et d'accompagnement de ce genre de lieu, et quand j'ai commencé donc effectivement au début des années 80, c'était pas un projet écrit, je me suis pas levée un matin en me disant je vais faire un lieu de culture pluridisciplinaire avec plein d'idées. C'était beaucoup plus simple que ça, c'est qu'en fait j'avais commencé à organiser des choses dans les lieux de culture qui existaient, et en fait il y avait tellement de gens sur le territoire qui de fait avaient des idées, tellement de gens mais complètement différents, des amateurs, des professionnels, toutes les disciplines artistiques, qu'à un moment donné ça devenait pas possible en fait d'utiliser les lieux de culture parce que par exemple on avait envie de quelque chose qui était possible dans 8 jours, dans 10 jours, on avait envie d'une exposition en première partie d'un concert, tout d'un coup il y avait quelqu'un qui n'était pas forcément du domaine artistique qui nous proposait quelque chose, et évidemment à ce moment-là les lieux de culture étaient quand même bien ciblés sur une discipline, sur une ouverture quelques heures au moment des spectacles. Donc c'était l'idée il s'est trouvé qu'il y avait c'était à Poitiers à l'époque, un grand bâtiment qui était abandonné, qui n'avait pas de fonction en fait, de 4000 m², qui s'appelait Confort 2000. On s'est dit qu'un jour ça serait périmé, donc on l'a appelé Confort Moderne. Et voilà, et c'est comme ça en fait on a conçu en le faisant le tiers-lieu. C'est-à-dire que c'était tout simplement répondre à quelque chose qui a besoin d'exister. Et le projet il s'écrit en faisant. Et donc en fait on l'a fabriqué avec les ressources du territoire. Les gens qui étaient là, encadrés par un professeur d'un lycée professionnel, on a appris en le faisant, et l'idée c'était vraiment de se dire que la culture, comme vous disiez monsieur Dessert, c'est important, et c'est pas pour dire qu'on était contre l'institution culturelle existante, simplement on comprenait que la culture, ce que Malraux avait mis en place, en fait, ça nous donnait tellement envie de culture que tout d'un coup, il y avait énormément de pratiques, et puis qu'il y avait plein de pratiques sur un territoire qui émergent. On pourrait faire le lien avec ce qui s'est passé au fort ici, et qui ont besoin d'un toit pour répéter, pour travailler, pour rencontrer, et tout de suite, l'idée, c'était lieu ouvert 7 jours sur 7. Toutes les disciplines sont les bienvenues. Bien sûr, on voit quand il y a des pratiques qui sont plutôt amateurs ou professionnels, peu importe.
On a fait déjà le chantier, ça faisait partie du projet. Tous les gens sur le territoire, il y avait des sourds-muets, il y avait des jeunes de la prison qui sortaient à la journée, il y avait les paroissiens de l'église à côté. Donc le chantier, c'était la cour des miracles, mais pour nous, toujours, c'était l'art au milieu, l'art et la culture qui nous donnaient à tous envie, l'énergie. Et puis de plus en plus, il y avait d'autres gens qui n'étaient pas du tout du secteur artistique et culturel qui venaient. C'est ça aussi un peu pour moi les prémices du tiers-lieu. Mais l'énergie de l'art, ça donnait à tout le monde l'envie de créer en fait et de se dire que plutôt que je ne sais pas trop quoi faire comme métier dans ma vie, de voir comment un artiste travaille. Un artiste, il est inspiré, mais en fait, on est tous inspirés, sauf que des fois, on ne sait pas, on a plein d'idées, pareil qu'on a des milliers d'idées chacun qui nous passent dans la tête. Et ben, c'est aussi écouter les idées qu'on porte pour peut-être inventer quelque chose, nos métiers, nos entreprises, voilà. Donc c'est comme ça que ça s'est créé. Et puis aussi, c'était des modalités de faire qu'on a retrouvées au fort. Ça se fait petit à petit. On oublie que ça se fait tout de suite. En fait, quand ça ouvre, ça fait que commencer. Et puis ça implique, et puis ça bouge au fur et à mesure. Et puis c'est vrai que moi, ce qui m'a beaucoup aidé dans les années 80 et petit à petit, ça a été de se retrouver avec d'autres initiatives en Europe et dans le monde qui commençaient. En fait, on n'invente jamais rien. En fait, il y a des idées qui commencent à s'inventer à gauche, à droite. Et on s'est beaucoup donné de force parce qu'au départ, c'était compliqué pour une institution, une municipalité, même un ministère de la Culture, de dire « Ah, mais non, on ne fait pas comme ça. » Tout le monde, j'ai entendu pendant 10, 20 ans, on ne fait pas comme ça. On ne fait pas comme ça. On ne fait pas écouter les gens, faire ensemble, mutualiser toutes les disciplines, ouvert 7 jours sur 7. Ah, mais non, ça ne se fait pas. Et nous, on dit « Ah bon, ben, pourtant ça se fait. » Et du coup, c'était formidable pour moi d'arriver en fait à la ville du Havre où là, c'est une municipalité qui dit ben, « Nous, c'est une posture qu'on veut connaître, c'est faire ensemble. » C'était vraiment les mots que j'ai entendus à l'époque. On veut apprendre à changer de posture et faire ensemble. Et co-écrire un projet. Et je vais peut-être m'arrêter là, on peut en parler plein de choses. Mais vraiment, c'est pour dire que c'est écouter ce qui émerge sur un territoire, que souvent l'institution, elle ne peut pas repérer, parce que des fois, mais c'est petit, c'est infime, puis quelquefois, même les artistes ne savent pas bien s'exprimer sur ce qu'ils veulent faire. Et nous, on dit, c'est pas grave, viens. Et puis après, ça dure pas, mais ça crée un bouillonnement, quelque chose qui donne envie. Nous, on disait que le registre de l'art, pour nous, c'est ce qui nous donne envie de vivre, en fait. C'était pas la question de l'art, même si du coup, l'art devient important. Et puis, on comprenait que l'énergie de faire ce chantier, comme là, le fort, ben voilà, ça s'est fait, hein, il y a eu 2013, et comme dit Pierre, c'est nous qui avons enlevé les pancartes qui étaient en bas, là, interdits au public. Il fallait que ça soit ouvert au public. On disait, c'est ouvert au public, entrez. Mais voilà, c'est encore en train de se faire. Mais là, c'est vrai que, pour l'instant, parce que moi, maintenant, j'accompagne plein de lieux, je ne connais pas encore, en fait, d'initiatives où ça s'est fait comme ça s'est fait ici, ensemble, avec la municipalité. On a réussi quand même à faire voter au conseil municipal que la mairie appartienne à une association collégiale. C'est quand même assez unique encore, je pense, aujourd'hui. Mais ça, après, ça peut... voilà, ça inspire beaucoup d'autres choses. Voilà. Donc, je laisse la parole. Merci. On est dans les bâtiments en question, les bâtiments du SEM, tiers-lieu dans ce grand fort de Tourneuville, fort militaire qui est devenu un lieu culturel à partir des années 80, qui a muté de fort militaire à lieu culturel. Le SEM est une association loi 1901 qui était implantée dans le centre-ville du Havre
avec des gros problèmes dans les locaux qui l'occupaient, des problèmes de sécurité, des problèmes de nuisances sonores, voilà. Il fallait en partir. On cherchait une solution depuis 2002 pour en partir. On avait une partie de nos activités qu'on faisait dans d'autres murs, donc notamment au Cabaret Électrique, qui était la scène de musique actuelle du Havre. Et quand la ville a annoncé qu'elle fermait le Cabaret Électrique, le SEM était encore plus mal qu'il ne l'était, puisqu'il y avait toute la partie de pratique collective qui se faisait, donc tous les ateliers, tous les groupes constitués d'élèves se faisaient dans les cabarets. Et donc la ville, qui déjà en 2004 avait dit que le fort de Tourneuville pourrait être la destination des futurs locaux du SEM, a finalement en 2010 repensé que ce fort de Tourneuville pourrait devenir à nouveau un lieu réinvesti, notamment dans le cas des musiques actuelles, avec la migration de ce qu'était la scène de musique actuelle du Havre ici pour partie. Donc la ville nous a proposé de venir visiter des espaces ici pour le SEM École de musique, et donc on a visité les espaces qui sont juste à côté, là, qui étaient les archives du muséum d'histoire, les réserves du muséum d'histoire naturelle, avec des voûtes emplies de petits cailloux, gros cailloux, de bêtes diverses et variées, 300 000 pièces. Quand on a visité, on a dit wow, c'est impressionnant, mais on a compris que ça ne serait pas pour tout de suite, les travaux, le déménagement, tout ça. Mais par contre, on a visité des espaces juste après, qui étaient à l'abandon complètement. Il y avait même une soute à munitions qui n'était pas sur les plans de masse et qui était presque inconnue, c'était un peu la brousse pour y arriver. Et donc on a proposé à la ville à ce moment-là de faire une première phase en attendant que les locaux de l'école soient libérés. Ici avec 6 locaux de répétition et une scène pédagogique, ce qui nous permettait de répondre à l'urgence de la fermeture du Cabaret Électrique. La Papace Production proposant dans le même temps un projet pour la diffusion. Donc voilà. C'est comme ça qu'est né ce dialogue avec la ville autour de ces bâtiments-là. Il fallait faire très vite puisque la ville, en décidant de fermer le cabaret, avait mis un calendrier qu'elle-même ne pouvait pas tenir, puisque quand une collectivité veut investir dans faire des investissements lourds, il faut que ce soit inscrit dans des plans, les plans pluriannuels d'investissement par exemple. Et ça, c'était pas inscrit, donc c'était compliqué. Donc là, la ville a cherché à chercher des solutions et a décidé de nous a proposé de nous donner la main en nous proposant un bail amphithéotique, et donc de nous engager sur 20 ans en allant chercher des financements nous-mêmes aussi, des financements publics et des financements privés, pour pouvoir réinvestir ce lieu et faire le programme et lancer le chantier. Donc c'était pas dans nos métiers, c'était pas dans nos pratiques. Nous on gérait une association de musique actuelle, on faisait du rock'n'roll plutôt. Heureusement on avait dans nos équipes des techniciens, des gens qui sont sur de la logistique plus, parce que quand on est sur scène, il y a des choses qu'il faut savoir faire pour que ça fonctionne et il n'y a pas le choix, il faut que ça fonctionne. Donc finalement avec une équipe constante, on s'est lancé dans ce projet-là. Ça a été une aventure difficile, mais une très belle aventure. On a énormément appris, on a fait un gros travail avec les services de la ville. Je crois que l'échange qui s'est noué avec les différents services était vraiment intéressant. Et donc on a ouvert la première partie en 2013 avec ce qu'on a appelé le Sonic à l'époque, des locaux de répétition et une scène pédagogique. Et ensuite l'école qu'on a ouverte en janvier 2018, qui fait du SEM un lieu un peu unique en France aujourd'hui, parce que c'est 2300 mètres carrés dédiés aux musiques actuelles, sur de la formation, des dispositifs d'insertion, des projets vraiment d'inclusion, avec des choses diverses et variées, la diffusion pour pouvoir aider nos élèves ou les groupes à progresser. Et on s'inscrit dans une logique collective dans le fort. On a de très nombreux partenaires dans le fort, mais aussi dans toute la ville et au niveau départemental, au niveau régional, au niveau national. On s'inscrit dans des partenariats multiples. Et ce lieu nous procure à la fois un respect qu'on pouvait avoir symboliquement avant, mais quand les gens arrivent ici, c'est une autre image qu'ils peuvent avoir de nous et qu'ils peuvent avoir de nos pratiques, c'est certain. Ça produit aussi l'envie de beaucoup de gens. Le bâtiment lui-même fait que les gens ont envie d'y rester et envie de développer des choses.
Et donc on a beaucoup de demandes de partenariats et de projets en collaboratif qui naissent. Faut pouvoir y répondre. Maintenant on est un peu au taquet, un peu fatigué, mais il y a plein de choses qui se font, des choses complètement étranges, diverses et variées, auxquelles on n'aurait jamais cru qu'on répondrait. Voilà. Je sais pas, un exemple, on a accueilli avant-hier, hier et lundi les salariés du centre communal d'action sociale. On fait un séminaire en fait, donc le matin ils ont des ateliers de musique, ils n'ont jamais fait de musique pour la plupart, ils se retrouvent à faire de la musique avec leurs différents collègues, on les nourrit, il y a des ateliers l'après-midi et voilà, on accueille donc 180 personnes en séminaire comme ça sur 3 jours. Alors forcément ça a un lien avec la musique parce que mais voilà, et on génère des choses, de la réflexion, du dialogue avec des équipes qui étaient jusque-là assez éloignées de nous, mais c'est ces bâtiments-là, parce qu'ils sont finalement nombreux et diverses dans leur destination, qui permettent ça. Et c'est une vraie chance. C'est une vraie chance. Et juste pour terminer, c'est que on travaillait dans des conditions qui étaient très difficiles, professionnellement, humainement, artistiquement, c'était vraiment très dur. Mais il y avait un côté militant et hyper engagé qui faisait que de toute façon on y allait. Ici, on est dans des conditions quotidiennes qui sont exceptionnelles, de travail, de vie même, de vie au quotidien. Et on est dans des choses qui sont des bâtiments qui sont beaux. Et on n'avait pas la perception de ce que le beau peut faire sur l'être humain au quotidien. Quand même. Ah bah oui, mais quand on ne l'a pas vraiment vécu, tous les jours, tous les jours en fait, et tous les gens qui rentrent ici ont cette... Voilà. On le vit dans sa vie quotidienne, ça, quand même. Un beau bol, c'est agréable le matin. Ouais, mais finalement, on passe, en tout cas nous, on passe beaucoup de temps au travail et pas beaucoup de temps devant le bol de petit-déj. Et pas beaucoup de temps devant le bol de petit-déj. Donc voilà. J'arrive sur le territoire ici avec beaucoup d'humilité parce que j'arrive dans un endroit qui a déjà un contexte, qui a déjà une histoire, que Fazette a mis en œuvre avec pas mal de collectifs ici, pas mal d'associations, pas mal d'artistes. Donc sur une histoire qui déjà préexiste et des modes de fonctionnement qui déjà préexistent. Notamment la question de la gouvernance qui est assez spécifique ici. Et donc j'arrive en héritant un peu de ce fonctionnement-là et avec une mission à la ville qui est la mission d'accompagnement de cet espace-là, puisque la ville en fait une priorité politique. Priorité qui, à mon avis, que j'identifie sur la base de 3 aspects différents. Le premier, c'est que c'est un laboratoire artistique, à proprement parler. Et que ce qui est intéressant dans la dimension politique d'un laboratoire artistique, c'est la valeur que ça génère. Et donc quand je parle de valeur, je ne parle pas de valeur marchande, là, mais je parle bien de valeur symbolique, critique, émancipatrice, etc., etc. Donc ça, il y a un vrai intérêt sur cette question-là. Le deuxième axe, c'est plutôt la question de la fabrique d'un commun. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui fait sens, qu'est-ce qui fait commun sur ce lieu ici, et notamment la question de la gouvernance, mais j'y reviendrai un peu plus en détail. Donc qu'est-ce qui fait que ça rassemble, qu'est-ce qui fait qu'on fait projet ensemble, et comment un peu les habitants s'approprient aussi ce projet-là, et comment ouvrir le fort par exemple à participer de ce mouvement-là. Et puis le troisième axe pour moi qui est important aussi dans cette approche-là, c'est le fait que finalement c'est un terrain de recherche-action de l'action publique.
Et ça, je trouve ça hyper intéressant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ici, on est, je vais réutiliser le terme de laboratoire que beaucoup ont déjà utilisé, mais il y a un laboratoire qui expérimente une relation aux acteurs, une relation à ce qu'est l'action publique un peu différente de certains canaux qu'on peut connaître depuis plusieurs années. Donc ça c'est les choses, plutôt la vision un peu politique, la dimension politique du projet. Après nous on a clairement une mission qui est une mission quotidienne d'accompagnement du projet en termes logistiques et financiers, tout simplement. Donc la ville est propriétaire du site, du bâti, enfin, d'une partie du bâti, avec mise à disposition du lieu, des conventions d'occupation du domaine public, donc il y a toute cette dimension-là. Je ne sais pas si on rentre jusque dans les détails, mais pour un bon nombre de résidents, les charges sont couvertes par la ville, ce qui veut dire qu'il y a aussi un investissement financier important de la ville aussi sur la prise en charge des loyers et des fluides, par exemple. Et puis il y a un soutien à l'association collégiale à Fort, qui est chargée de la coordination et du pilotage de tout ça. Et puis je dirais que le dernier aspect qui, moi, me paraît le plus excitant dans ma mission quotidienne, c'est la dimension accompagnement, enfin partenaire de projet. Et ça, c'est quelque chose d'assez inédit, puisque la ville, donc, comme le disait Fazet ce matin, est membre de l'association collégiale Fort, ce qui implique la ville, au-delà au-delà du propriétaire du site, ça implique la ville vraiment dans le développement du projet, et au même titre que les différents résidents. Et cette façon d'être engagé dans le projet, comme les partenaires culturels qui composent le projet, c'est quelque chose d'assez excitant et puis d'assez nouveau, en tout cas par rapport aux missions que j'ai pu exercer précédemment. Viva Culture, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonne semaine. Rendez-vous dimanche prochain à la même heure. Et merci à Mathieu pour la réalisation.